Je pense qu'aujourd'hui, la rencontre de tous ces éditeurs indépendants de toute la France est une bonne chose parce que chaque titre qui a été créé, plus ou moins important, plus ou moins à l'équilibre, mais beaucoup le sont, sinon il n'y aurait pas de pérennité, recrée du pluralisme dans les régions. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la proposition éditoriale, quelle qu'elle soit, radio, télévision, presse écrite, Internet, le pluralisme est une condition de la démocratie. La plus grande difficulté qu'on rencontre, c'est un petit peu à l'image de notre pays et de son maillage administratif depuis la Révolution française, c'est-à-dire que la presse locale le sait bien, la presse locale vit dans les cantons, le canton est représenté au niveau de l'arrondissement est représenté après au niveau départemental, et beaucoup de quotidiens qui se disent régionaux sont d'abord des quotidiens départementaux. Et le maillage régional n'existe pas. J'entends depuis que je suis dans la vie professionnelle parler du monopole de la presse. C'était une réalité il y a quelques années. Mais aujourd'hui, c'est quoi le monopole d'un journal par rapport à l'hyper-concurrence médiatique qu'il y a partout? Aujourd'hui, on peut s'informer de toutes les manières. L'arrivée des journaux gratuits et l'arrivée d'Internet a eu une conséquence terrible pour la presse, c'est qu'on a enfoncé dans l'esprit des gens que l'info était gratuite. Malgré le défi du gratuit, plus exactement la déferlante d'une information que les gens considèrent naturellement comme gratuite, je ne la paye pas, je ne veux pas savoir si elle a un coût, les news ont réussi quand même à traverser cette période en relevant le défi économique, puisque de 2000 à 2010, on est à 6% d'augmentation de notre lectorat, donc ça veut dire qu'on a réussi quand même à amener à nous, à attirer à nous les curiosités. Donc il ne faut pas désespérer. Est-ce que ça vous gêne qu'une partie importante des médias en France soit contrôlée par les groupes industriels qui sont notamment sur les marchés publics? Est-ce que vous pensez que c'est un danger pour la démocratie? Est-ce que vous pensez qu'il faut se mobiliser pour éviter les dérapages? Si je pense qu'il y a un groupe industriel qui abuserait de son influence d'actionnaire pour tordre la vérité, pour obliger les journalistes à mentir, à falsifier des enquêtes, ça saurait très vite et ça se retournerait contre lui. Ce qu'il faut, c'est développer dans notre pays des grands groupes de presse professionnels. C'est-à-dire qui ne fassent que ça, qui ne vendent pas d'avions, qui ne vendent pas de parfums, qui cherchent leur prospérité uniquement dans les métiers liés à l'information. On peut être imprimeur, on peut être éditeur de livres, on peut aller peut-être vers la publicité, ce sont des métiers voisins. Mais qu'on se dise, il faudrait essayer de bâtir de grands groupes spécialisés dans notre pays au niveau national, voire international, comme il y en a dans la télévision, Canal+, TF1, comme il y en a, mais au niveau régional, et vous les représentez. Je pense qu'on aurait besoin de cette taille critique-là. On ne l'a pas dans les groupes professionnels, donc on va chercher la taille critique chez les marchands d'avions, les marchands d'armes. On est confronté à une réalité en France, moi c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux insister, je vous le dis d'ailleurs, je n'apprécie pas du tout ça, c'est que les pouvoirs publics sont dans une pente naturelle favorable au groupe, et le CSA, qui est une émanation des pouvoirs publics, est dans une pente naturelle favorable au groupe. Pourquoi? Il a contribué à la... Je ne sais pas pourquoi, ça c'est une question, je ne sais pas, il faut leur demander d'ailleurs. Ils ont contribué à l'émergence de réseaux nationaux qui se sont constitués au détriment des radios indépendantes. Donc face à cette situation, à cette pente naturelle, nous on s'est dit que le meilleur moyen c'était de trouver les outils d'une résistance. Et donc, quand vous avez en face de vous des opérateurs qui s'organisent sur un plan national, qui vendent donc de la publicité nationale et qui en même temps, avec l'assentiment du CSA, viennent sur les marchés locaux brader la publicité locale, qui était notre financement unique à l'époque, ben vous vous dites qu'il faut qu'on aille sur leur propre terrain. C'est comme ça qu'on a réagi. À partir du moment où vous dites je ne peux pas me financer que sur le local, aujourd'hui c'est 50% du chiffre d'affaires, avant c'était 100%, je dois donc me financer sur le marché national. On ne peut pas, en tant que radio disséminée dans toute la France, parler aux annonceurs nationaux. C'est tout simple, très mécanique. Un annonceur national ne va pas avoir 150, enfin on est 125 dans GIE, il y a 150 radios indépendantes en France, il ne va pas avoir 150 interlocuteurs. Donc on s'est organisé sous forme d'un GIE. Le GIE, c'est pas une sublime démocratie. Il y a 125 radios, il y en a 30 qui décident, il y a 8 administrateurs, un président et une équipe de 10 personnes. Mais c'est quand même très participatif, et donc chaque radio indépendante qui est jalouse de son indépendance n'a pas l'impression qu'elle opère son indépendance dans le GIE, elle a le sentiment qu'elle peut y donner et porter sa parole et en tirer des revenus. Je ne suis pas hostile au fait qu'il y ait des règles pour effectivement limiter l'influence de certains groupes stratégiques. Je pense qu'il faut que certains intérêts économiques n'influent pas sur la ligne éditoriale. Mais
il faut bien voir que si la PQR, puisque je parle de ce que je connais, a eu des difficultés, c'est aussi parce que sa qualité éditoriale a fait défaut et que les nouvelles formules qui ont été mises en œuvre l'ont été tardivement. Quand vous regardez les chiffres de la PQR, vous avez beaucoup de journaux qui ont perdu le tiers de leur diffusion depuis 20 ans. Moi, je crois que parfois, faire partie d'un groupe qui maintient une indépendance éditoriale totale, et je peux en témoigner, j'ai des pressions de personne, moi. Rémi Pina ne m'a jamais passé un coup de fil pour me dire ce serait bien de faire ci ou faire ça, jamais. Faire partie d'un grand groupe, ça protège aussi les journalistes, ça protège les structures. Il y a 24 antennes de proximité et 40 locales, 39 locales, éditions locales à France 3. Elles ne survivraient pas toutes seules. D'ailleurs, les télévisions locales, qui a été une mode dans les années 2000, elles ont toutes fermé. Là, les trois quarts ont fermé les unes après les autres parce que ça coûte tellement cher. Les gens de France 3, je les aime beaucoup, mais quand même, c'est le combat de David contre Goliath. Je veux dire, vous êtes des structures quasi fonctionnalisées. Excusez-moi de vous le dire, à partir du moment où toutes vos ressources viennent du public, c'est le service public. C'est le service public. On et vous avez affaire à des indépendants comme nous, je pense à mes amis des radios où j'ai participé à la création d'Alouette en Vendée, je connais bien Bertrand de Villiers. Donc c'est un combat complètement illégal. Et je me demande, moi, je veux dire, autant je suis très favorable pour que les France 3 régionaux ou régionales restent, je me demande dans le paysage médiatique français à quoi sert un journal de France 3 national le soir qui doublonne celui de France 2, je ne vois pas l'intérêt. On est à 19% part de marché sur le 19-20, y compris le 19-20 national. Donc les téléspectateurs ne sont pas de l'avis de supprimer apparemment l'édition nationale. Les Français ont envie d'avoir une édition nationale. Parce qu'on parle de la PQR en général, il ne faut pas qu'on oublie qu'elle vit aussi notamment de subventions. Donc quelque part, il y a un bout de service public dans la PQR en France, ça m'inquiète beaucoup plus. Au moins, il y a moins d'ambiguïté avec France 3. Et c'est pour ça que je voulais interpeller M. Olivier, qui lui est justement des rares réussites de chaînes de télé locales en France. Mais sans parler de TV8 Mont-Blanc, mais sur les autres chaînes, sur les 40, il y en a un paquet qui ne vivent aussi uniquement que grâce aux subsides des collectivités locales, villes, côté agglomération, conseils généraux, régionaux. Est-ce que vous pensez qu'on peut véritablement assurer une véritable indépendance des rédactions dans ces chaînes-là? Sachant que vous, c'est un cas à part, parce que vous, c'est une réussite. Parce que TV8 Mont-Blanc est morte 2 fois, et qu'une association de téléspectateurs a voulu voir revivre sa télévision. On est venu me chercher par un bout dimanche après-midi, je me suis trouvé avec 1500 personnes. Tous les élus étaient à la table pour dire il faut, allons-y, il faut y arriver. Ça a été des moments exceptionnels. Mais seule chose, c'est qu'on allait épuiser le 1,5 million de francs que les téléspectateurs avaient mis dans cette association à faire des études pour chercher un actionnaire qui serait capable de venir et de mettre les 20 millions de francs par... c'est ça, oui, ou 3 millions d'euros par an qu'il fallait pour faire tourner la chaîne. C'était encore des francs à l'époque. Alors moi je leur ai simplement dit, il y a une autre solution, puisque vous m'avez demandé de venir, je vous propose de la faire vous-même et de commencer à la faire en décidant ce qui vous voulez, vous, association, ce qui vous paraît important comme contenu. Et on en a d'abord fait une charte éthique, qui c'est devenu une charte éditoriale, et on a monté un dossier. Et l'association était, et je dis est toujours, ce 30 septembre 2011, premier actionnaire de la télévision. C'est Gérald. C'est à la fois une force et une grande fragilité. On pense qu'on ne pourra pas tenir. Donc on est en train d'ajouter un autre métier. Nous allons devenir FAI, fournisseur d'accès Internet pour les zones reculées, grâce à une offre satellitaire sur le nouveau satellite de Telsat qui arrive maintenant et qui va être la solution pour porter Internet au débit là où ça ne marche pas, où la fibre optique, il faut attendre 15 ans et dépenser 60 milliards. Et encore, tout le monde ne l'aura pas. Voilà. On lance ce défi-là. On ne sait pas si ça va marcher, on ne sait pas si on va réussir, mais on sait que la technologie est bonne et on a les bons contacts et le bon défi. Et ce week-end, on signe la prise de participation dans une micro-société de pure technologie. La profession n'a pas réussi à se mettre d'accord sur une réelle stratégie de recherche et développement. Donc bien évidemment, je ne peux qu'applaudir l'initiative de TV8 Mont-Blanc, qui a une stratégie d'innovation, en plus sur un plan local, et finalement qui a totalement compris les enjeux de demain, en devenant à la fois fournisseur d'accès
ils vont aussi devenir éditeurs de contenu, je pense. Voilà, Internet, bien évidemment. Quand on vient d'entendre ce que monsieur vient de dire sur toute la subtilité qu'il y a à faire la télé qu'ils font et les idées qui vont en découler, eh bien je suis désolé, mais cette subtilité-là, je ne la vois pas chez ces groupes-là, qui ne doivent finalement leur viabilité qu'en dévorant tous les autres et en rendant stérile tout le paysage. Donc je pense qu'à un moment donné, quand on est aux commandes d'un pays, c'est un privilège extraordinaire, je trouve que c'est un des plus beaux métiers. Il faut le faire pour de vrai, donc en regardant vraiment les choses dans les détails. Et cette reprise et le fait que vous deveniez les porte-parole des arguments de groupes privés, je trouve ça complètement inacceptable. Par rapport à l'évolution du secteur numérique de façon globale, oui, bien évidemment, il faut armer les acteurs actuels pour l'international. Cela dit, nous sommes extrêmement vigilants à l'indépendance et l'un des derniers exemples qu'on pourrait prendre, c'était la mise en place notamment des États généraux dont l'objectif était que la presse dispose des conditions de son existence et de son développement, en tenant compte bien évidemment de la liberté, de son indépendance et du pluralisme. Me semble-t-il, je le rappelle, que lors de ces États généraux, l'ensemble des parties prenantes de la filière de la presse écrite avait été convié. Donc voilà, la porte était ouverte à tout le monde. Il y a eu des budgets conséquents, je rappelle quelques chiffres, budget d'investissement massif sur 3 ans, c'était quasiment 600 millions d'euros d'investis, à un moment où la presse écrite rencontrait une crise structurelle, n'est pas encore établie, à un moment où la crise économique s'est intensifiée, et à un moment où les enjeux numériques sont entrés dans la course. Excusez-moi, on parle d'enjeux numériques, la radio numérique terrestre est le point mort en France parce que l'État met 0 € dans le dossier tout en ayant mis effectivement des sommes ailleurs. Donc il faut faire attention quand même à juste être concret. Je vais y arriver, il y avait des priorités. Effectivement, le président a décidé que ce serait dans l'immédiat pour la presse écrite. Papier. Je vais y arriver. Bon, tout à l'heure, j'avais commencé à parler de convergence. Je crois que le système ne fonctionne pas de manière optimale. Enfin, on l'a tous dit ici, mais en revanche, ceux qui ont un pouvoir sur ce système, ce sont avant tout les politiques. Donc s'il n'y a pas à un moment donné une volonté politique de changer les choses, rien ne bougera. On aura ce débat-là, on pourra l'avoir dans 20 ans. J'entends beaucoup parler de, effectivement, la nécessité du poids des grands groupes qui écraseraient les indépendants et du fait qu'il faut favoriser, bien évidemment, les opérateurs indépendants. La loi, elle favorise les opérateurs indépendants aujourd'hui. Et il faut aussi bien mesurer l'état actuel du rapport de force. Reconnaissez que c'est un peu surprenant ce que vous venez de dire, même si on respecte... favorise le pluralisme parce que le CSA, quand on a des appels d'offres, est obligé, il l'a fait notamment sur la TNT, de réserver des canaux aux nouveaux entrants. Si la puissance publique a quelque chose à faire, c'est essayer de favoriser l'innovation. C'est pas de protéger toujours les gens et de mettre des barrières, parce qu'à un moment donné, les digues elles finissent toujours par céder. Moi, je pense que c'est au pouvoir public de favoriser structurellement l'émergence de différentes offres, que ce soit les groupes ou les petits. Donc, on parlait des canaux, on parlait des... Ok, ça, il faut garantir ça. Puis, changeons de fonction chacun. Quand on est un grand groupe, on ne peut pas faire du communautarisme, comme on en a parlé tout à l'heure, puisqu'on vise la France entière. Aux indépendants de travailler les communautés, aux groupes, pour moi, de travailler sur des cibles, parce qu'ils travaillent sur un plan national. Là, on est sur un vieux schéma classique de cibles, les riches, les pauvres, les vieux, les jeunes, etc. Et aux indépendants de travailler sur les communautés. On l'a bien vu avec TV8 Mont-Blanc. Ils sont sur une communauté locale de gens qui ont quelque chose à dire de spécifique, et ils la travaillent totalement différemment, cette communauté. Et fonctionnellement donc, j'en dis au troisième plan, pour travailler ces communautés, ils innovent fonctionnellement, avec des supports différents, maintenant des créations de logistique, de circulation de l'information différentes. Donc structure, fonction, symbole, à mon avis, au pouvoir public de veiller à ce que les structures permettent l'accès à la diffusion de tous. Voilà. À vous, médias indépendants, de travailler les communautés bien mieux, et là, tout le marketing dans tous les métiers est totalement mieux. Proximité et connaissance de la demande d'une communauté particulière pour que vous, en tant que média, vous puissiez l'amplifier, la porter, parce qu'en général, qu'est-ce qu'on attend d'un média? Paradoxalement, c'est pas forcément de l'information.
c'est aussi de la diffusion de ce qu'on pense. Je suis d'accord avec l'analyse qui a été présentée, mais malheureusement, je crains que l'État soit en crise et face à un défi très difficile pour gérer l'aspect structurel des choses et permettre en effet que de manière la plus paisible et la plus performante possible, la concurrence s'organise, que la diversité se fasse et que des nouveaux médias apportent de nouvelles offres. L'État me semble en crise parce que ça ne se joue plus sur le territoire national. Et on voit bien avec l'exemple de Netflix, mais la télé connectée sera Star puissance 10, à quel point le législateur français se trouve très démuni par rapport à des consommateurs qui n'ont qu'à se mettre sur Internet, plus ou moins légalement parfois, pour télécharger des choses, faire du streaming, ou bien mettre une antenne satellite sur le balcon et basculer dans un univers où le législateur français n'a pas tellement de prise. Extrêmement difficile d'intervenir là-dessus. D'où la nécessité d'organiser au niveau européen cette bataille pour savoir quelles sont les règles à respecter sur un territoire qui est une communauté de valeurs et qui est une communauté de consommateurs. Donc comment faire pour que cette bataille européenne puisse être gagnée et comment faire pour qu'elle puisse être gagnée sans avoir en effet des groupes de dimension continentale. Et comment développer ces groupes de dimension continentale sans qu'ils apparaissent presque mécaniquement comme des groupes qui vont, dans le petit consommateur, la petite cible locale, vouloir écraser les Est-ce que c'est pas un contradictoire ou incompatible? Je pense que c'est parfaitement compatible et qu'on peut avoir comme ça une addition de bons comportements, la fameuse subsidiarité qu'on cherche maintenant depuis 30 ans en Europe. Je pense qu'on peut le faire, d'abord si les gens se parlent, et si les gens ont des intérêts croisés. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un système où tout est fait tout est pensé pour des groupes existants avec leurs problématiques et qu'on ne laisse absolument aucune place à l'émergence d'une concurrence ou d'une innovation. À savoir qu'aujourd'hui, tout ce qui est formation, tout ce qui est système d'aide directe, tout ce qui est vision de la presse de manière générale est dirigé par l'État et, quel que soit d'ailleurs le parti politique à la tête de l'État, est tourné vers la problématique des grands groupes. Maintenant, je voudrais simplement revenir sur un petit point, c'est que quand même, lorsqu'on lance un quotidien, et c'est aussi là, je dirais, c'est pas uniquement le fait de le lancer, c'est pourquoi est-ce qu'on lance un quotidien. On le fait pour le pluralisme d'expression dans une région donnée. Je suis corse, je le fais en Corse. Je veux dire. Et ce pluralisme d'expression est le seul garant de la liberté de la presse. Moi, qu'un groupe de presse soit entre les mains d'un Dassault, d'un Bouygues, d'un Rothschild, je m'en fous, tant que le pluralisme d'expression est présent. Il se trouve qu'il y a quelques mois, on a une affaire, l'affaire Descartes, pour ne pas la nommer, qui a enflammé toute la sphère médiatique. Et le cheminement de l'information, le traitement, a été extraordinaire. Je m'explique. Nous avions l'information qu'on recevait directement via les réseaux sociaux, notamment Twitter, émanant de journalistes qui étaient à l'intérieur du tribunal. Cette information, on l'avait en temps réel. Nous avions allumé à côté dans les bureaux les télévisions. Les télévisions, les commentateurs étaient en bas du palais de justice et récupéraient l'information par l'oreillette de Paris, qui eux la récupéraient via Twitter, que nous avions aussi, et l'ont constaté une analyse de ces brèves communiquées via des réseaux sociaux. Donc qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il y a une instantanéité aujourd'hui? Il y a d'une part une instantanéité, c'est indiscutable, mais surtout le non-contrôle. Un non-contrôle de l'information, non-analyse qui est faite, on est vraiment dans l'instantanéité pure. Donc ça c'est déjà un problème qu'il faudrait soulever, voir si nous ne pourrions pas tous se mettre d'accord sur des méthodes, peut-être penser la charte journalistique. On ne peut pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'il y a effectivement sur Internet et que ça demande de prendre une distance. Mais c'est peut-être ça le rôle justement de médias plus traditionnels, que d'être capable justement d'avoir cette distance et de donner du sens par rapport aujourd'hui à l'instantanéité de l'information qui se passe. Après, vouloir contrôler l'instantanéité de l'information, aujourd'hui c'est totalement impossible. Sans aller jusqu'à dire qu'on veut être comme un grand groupe ou que les grands groupes soient limités, la première chose qu'on demande, et je vous la demande directement, c'est pourquoi nous ne sommes pas déjà à armes égales. Nous n'avons pas la même Qu'est-ce que concrètement vous proposez? Nous déjà, on a tous témoigné. Voilà, nous en tant que presse, éditeur de presse en ligne, nous de toute façon déjà on se bat pour qu'effectivement tous ceux qui soient des blogs se constituent en société
et soit raccord entre guillemets avec ce que la loi impose pour le statut d'éditeur de presse en ligne. Mais d'un autre côté, pourquoi avons-nous une TVA à 19,6 au lieu de 2,1 alors que nous avons les agréments presse politique et générale? Pourquoi nous n'avons pas le droit de publier des annonces légales alors que l'Europe oblige et encourage à la dématérialisation? Pourquoi nous n'avons pas droit à nos subventions alors que certains ont déposé un dossier en 2009 et n'ont pas vu 1 euro? Pendant ce temps-là, on connaît très bien les subventions que la presse papier a touchées pour se développer sur le numérique, avec les subventions qui étaient allouées pour le papier. Donc ils ont touché de l'argent alors qu'ils n'ont même pas respecté les engagements du fonds de subvention de la direction du développement des médias. Aujourd'hui, je me demande si l'administration, dans toute sa splendeur, se fout pas de nous de temps en temps, carrément, parce que je pense qu'on a une démarche journalistique qui est reconnue avec Dijon Baudman, aujourd'hui, en tout cas on fait du vrai contenu de journaliste. Je suis passé au gratuit à cause de la commission paritaire, parce que pour le peu, finalement, que j'ai gagné sur le kiosque et le gros que je risquais de perdre avec une TVA à 19,6, j'ai préféré revoir carrément mon cahier des charges et passer en gratuit. Alors je vous remercie d'être aussi compliqué finalement, parce que je suis passé à l'étape suivante. Dijon Baudman sera sur App Store prochainement, donc je passe au multimédia. Voilà, on évolue par la force des choses. Et moi je me pose la question par rapport à n'importe quel jeune qui aujourd'hui voudrait monter des supports d'information de type magazine, si en soi déjà la problématique administrative et l'espèce de frein qu'on met à toute ardeur n'est pas un problème, pour commencer. Aujourd'hui, dans les régions, il y a une hyper-concentration au niveau de la presse quotidienne, presse écrite. Si on en parle, c'est que c'est quand même mass média au niveau régional. L'État a donné plus de pouvoir aux régions. D'un autre côté, la presse a de moins en moins de pluralisme d'expression. Donc tant qu'on n'aura pas pris la mesure de ce problème, c'est-à-dire cette absence de pluralisme d'expression dans les régions, l'avenir de la presse régionale aura de terribles difficultés. D'autant plus que les titres existants et les monopoles qui se sont créés dans les régions font bien attention à ce que aucune concurrence ne vienne, que ce soit dans Internet. C'est important ce que tu dis, parce qu'on finit par dire qu'il n'y a plus de problème de monopole. Je pense qu'on a vu radio, télé, Internet, on voit presse magazine, on voit aussi presse quotidienne. Moi je pense quand même qu'il faut arrêter de dire que ce débat est ringard, c'est un débat central. Je ne dis pas qu'il faut étrangler et décapiter les grands groupes, ils sont indispensables, Gérard Collomb voulait les signaler, mais moi je crois qu'il faut insister là-dessus. Il y a beaucoup de dangers. Donc il y a déjà une réflexion hors champ politique à mon avis. C'est très important. Dans la FPMR, on a toutes les sensibilités. Mais quand on aborde nos problèmes, comme nous sommes des hommes de liberté et qu'on a envie d'être efficaces pour que nos entreprises gagnent, on tait à un moment donné le problème idéologique en disant gardons le problème tel qu'il se pose, et si demain la gauche revient au pouvoir, on posera les mêmes questions. On dira, ça fait plaisir. Quand je dis l'UMP, l'Union du monopole de la presse, je l'ai dit à Nicolas Sarkozy avant qu'il soit président de la République. On était allé le voir à un moment donné pour lui dire monsieur, ne laissez pas le groupe Dassault racheter Presse Océan, le Courrier de l'Ouest et le Mail Libre. Et il nous a dit non, vous vous trompez, il faut des grands groupes. Mais il n'avait pas compris qu'il pouvait y avoir des grands groupes d'un côté et des indépendants de l'autre. C'est ça le vrai débat. Alors, question qualité, gratuité, est-ce que c'est lié pour vous? Est-ce que les contenus s'appauvrissent? Je pense qu'à travers ce que dit, répondez à cette question. Deux choses. La première, c'est que je ne crois pas, j'en suis même tout à fait convaincu, que la presse gratuite participe d'une manière ou d'une autre à un appauvrissement de l'information. La presse gratuite fait une information de qualité, elle aborde des choses dans un délai de durée de lecture que nous avons estimé, pour reprendre le titre d'un de mes concurrents et de mon confrère, à 20 minutes, qui sont les temps de transport moyens de nos lecteurs qui habitent pour la plupart des grandes agglomérations et qui le prennent pour lire dans les transports publics, et qui apportent un service qu'un certain nombre d'autres journaux n'apportent pas. Et ce qui me semble très important, et c'est un chiffre à retenir, c'est qu'aujourd'hui, entre 68 et 70% des lecteurs de la presse gratuite, d'après nos études, ne lisent aucun autre quotidien, qu'il soit régional ou national. C'est qu'on a l'habitude, donc c'est un vrai choix de civilisation, à ce qu'on se contente de peu. Je ne dis pas que le contenu n'est pas bon, vous faites, ça serait complètement présomptueux de dire ça. Je dis simplement que si vous comparez le journal du matin que moi j'ai à Nantes, c'est-à-dire Direct, Métro et Babine, quand je le prends, je l'ai sur mon bureau tous les matins, c'est pas tout à fait le même contenu. L'édition de West France ou l'émission du Figaro. Le service rendu n'est pas le même. Voilà. Comment faire quand même si vous me dites que effectivement on ne peut pas faire un gratuit comme on fait un magazine mensuel, c'est pas les mêmes contenus, mais il y a quand même une défense des contenus à voir.
qualité de contenu, honnêteté de contenu, originalité de contenu. Est-ce qu'il y a des solutions là? Moi j'aimerais bien que des gens s'expriment là-dessus. Notre ami Corse là, Non, mais simplement pour aller vers ton constat, c'est quand on a créé le quotidien, on avait beaucoup de moyens, on ne pouvait pas recruter le messie de la presse écrite. Donc on a misé sur des jeunes. Or, je ne suis pas journaliste. La PNR, je suis le seul à ne pas être journaliste. tu deviens un peu quand même. Hein, mais en tant que directeur de la publication, je veux que mes journalistes m'emmerdent. C'est-à-dire qu'ils me posent des problèmes. Or, on a recruté des jeunes, et c'est le constat qu'on faisait tout à l'heure avec le directeur de l'Institut de formation, c'est qu'aujourd'hui, les journalistes sont devenus de bons salariés. Or, un journaliste ne doit pas être un bon salarié. C'est-à-dire, comme il n'y a pas de moyens, enfin dans les petits médias locaux, les gens embauchent des gens très inexpérimentés, même qui sont encore à l'école, qui sont en stage, qui sont bons. Qui embauche des journalistes? Surtout dans les grands groupes. Avant, c'était du ressort uniquement des directeurs de rédaction ou des rédacteurs en chef. Maintenant, c'est du ressort des DRH. Et quand vous avez plusieurs conférences, il y a eu des études qui ont été faites, qui ont été même présentées à la Fédération de la presse. L'enquête a été faite il y a 3 ans par Mediafor, qui a été présentée il y a 2 ans. Quand on voit les critères d'embauche, pour les journalistes, c'est la notion de souplesse et de malléabilité. On a institué depuis quelques années des cours de résistance à la communication, considérant que le rôle des journalistes, c'est de résister à la communication. C'est d'ailleurs des choses qu'on met en œuvre, par exemple, l'un des formateurs, c'est Cédric Mathieu, qui a la rubrique des intox dans l'IB. C'est une chose qu'on met en œuvre dans une opération qu'on réalise en partenariat avec l'AFP, YouTube et Twitter, d'interviews de responsables politiques à l'occasion de la présidentielle. On a créé une chaîne sur le web, et là, on a mis en place ce qu'on appelle les vérificateurs. Pendant que les responsables politiques parlent, François Hollande, Dominique de Villepin, Marine Le Pen sont venus, les vérificateurs font du fact-checking. Il y a eu un papier récemment dans Le Monde, vous l'avez peut-être vu. On considère qu'il y a là une fonction essentielle des journalistes et que c'est important que nos étudiants en aient à la fois l'état d'esprit, l'esprit et les techniques. On pousse la créativité, c'est-à-dire on considère toujours que les journalistes doivent être des gens rigoureux, mais doivent être aussi des gens créatifs. On recrute beaucoup des littéraires, des gens qui ont fait histoire géo. Et des gens qui ont fait des langues étrangères. On recrute trop peu, ça c'est exact, mais c'est pas de notre fait, parce que vraiment on fait tout pour recruter. On recrute très peu de scientifiques, très peu de gens qui ont fait des études d'ingénieurs, enfin, qui seraient radicalement différents. Ça c'est vrai qu'eux ne viennent pas, mais c'est pas une volonté de notre part. On fait tout pour pousser les questions scientifiques dans les concours, pour faire en sorte qu'ils viennent. Il y a une tradition française, une culture qui fait que ces gens-là ne viennent pas tellement au journalisme. On subit une double critique parfois qui est d'être une école droitière, parce que nous ne sommes pas absolument pas, et à l'inverse d'être une école de gauchistes qui n'entendrait rien aux questions d'économie. Critique tout aussi peu fondée. Donc on pousse le journalisme économique. C'est pas votre question, hein, mais c'est important de le pousser. Donc il y a un séminaire de journalisme économique pour la moitié de la promotion, pour ceux qui le choisissent. Et puis on a poussé un partenariat avec donc le master média qui est un master de management des médias de l'ESCP Europe, la grande école de commerce Paris Intramuros. Et je dois dire que quand on a signé la convention, j'étais très content de signer la convention, mais je me demandais comment réagiraient les élèves. Est-ce qu'ils iraient au cours sur la base du volontariat, c'est le principe de la convention, ou est-ce qu'ils n'iraient pas? Et à notre surprise, un cours comme gestion financière d'un titre de presse, dont je ne pensais pas que pour des élèves en journalisme qui ont déjà bac plus 5, ils arrivent quand même, qu'ils trouveraient ça très sexy, ce cours a remporté un très grand succès. Donc, nos jeunes gens ont envie de repousser les frontières. Beaucoup plus qu'on l'imagine, beaucoup plus que ne le laisse supposer leur image. Du point de vue des contenus et du point de vue de la création de médias. Moi je rappelle, je vais laisser la parole à Hervé pour conclure, mais ce débat avait pour vocation d'essayer de trouver des idées. Moi je trouve qu'il y a des idées intéressantes jaillies. On va essayer dans les semaines qui viennent de faire des propositions concrètes. On parlait notamment d'une haute autorité tout à l'heure avec Eric Valli, et on en a parlé hier soir. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais il y a des chantiers, il y a des transversalités entre la radio, la télé, l'internet, l'écrit. Ce n'est pas une question d'opposer petits et grands groupes indépendants et les gens qui sont contrôlés par des grands FM, mais c'est d'arriver à trouver des solutions
pour réfléchir et faire avancer les choses. Vas-y, Président. Philippe, merci. Je voudrais remercier tous les adhérents de la FPMR. On est une petite fédération d'une quinzaine de membres, et tout particulièrement Philippe et Thomas. Il est parti, Thomas? Non, ils sont là. Je vais négocier dans le couloir avec la commission paritaire. Voilà, qui ont joué un rôle essentiel pour monter cette opération. Elle est ambitieuse pour nous parce que nous sommes une petite fédération, mais on représente quand même un maillage sur le territoire français intéressant, qui est un petit peu le poil à gratter de certains groupes monopolistiques. Donc je pense que ce qui est intéressant dans le métier que l'on représente, je le redis, c'est véritablement un langage de liberté. Parce que si on n'arrive pas avec un langage de liberté, à ce moment-là, le débat est totalement piégé. Je crois que fondamentalement, tout le souci que nous avons, nous, ici, c'est redonner de la crédibilité à la presse, quelle qu'elle soit, pour qu'on n'entre pas dans le champ de la communication avec ce qu'on a dit tout à l'heure, et vous avez tout à fait raison de le dire, mais en même temps qu'on ne reste pas conservateur d'un modèle qui ne marche plus. Parce que tout le problème, il est là. C'est-à-dire que si vous continuez, comme disait très bien Gérard Collomb, j'ai beaucoup apprécié comme ancien rédacteur en chef d'un quotidien, ce qu'il disait, si vous avez un correspondant de quartier, ce correspondant de quartier, il est pratiquement fini. Cette presse-là, elle est peut-être encore valable dans la PHR. Moi, j'ai racheté un titre de PHR dans un petit village, etc. Ça, c'est peut-être vrai pour aujourd'hui. Mais vu tout ce qu'il y a autour aujourd'hui, tous les outils gratuits dont nous disposons pour aller vers l'information, la recherche de l'information, je crois qu'il y a plein de modèles qui sont trop anciens, tout comme nos réseaux de distribution, etc. Bon, les syndicats du livre, etc., dont on ne parle toujours pas, mais il commence un peu à tomber en désuétude. Et il est quand même anormal en France qu'un jeune ouvrier du livre gagne 2 à 3 fois ce que gagne un jeune journaliste. Donc tant qu'on ne l'aura pas dit, et que les groupes de presse ne mettront pas ça sur la table, nous on l'avait dit aux États généraux de presse, et en plus le jeune ouvrier du livre, il travaille un tiers de ce que travaille le journaliste. Donc tant qu'on n'aura pas dit la vérité, je pense qu'ici en France, on est des chapeaux de plomb un peu partout, les patrons de presse gardent et confisquent l'information de leur côté, les syndicats de journalistes restent dans des modèles idéologiques qui sont dépassés. Je pense qu'il y a un très très gros travail à faire, mais surtout, et ce sera ma conclusion, puisqu'on aura l'occasion d'envoyer aux candidats à la présidence de la République nos 10 préconisations, hein, vous les avez toutes évoquées, donc je ne les relis pas, ça ne sert à rien, vous les aurez toutes. Je crois que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de créer des entreprises de presse indépendantes. Voilà la conclusion. En Internet, en télévision, en presse écrite et en télé. C'est ça le problème. On peut poursuivre ce débat. Si on ne vit que sur l'existant, on va tous mourir. Si on encourage la création d'entreprises de presse modernes et capables de fonctionner à l'équilibre, eh bien la pérennité de la liberté de la presse sera, à mon avis, gagnée. On vous propose de prolonger ce débat. Merci à tous.